Merci pour vos deux interventions. Donc, pour lancer la discussion, tu as évoqué le droit, l'évolution du droit, et je me suis demandé comment gérer les communs, comment gérer les communs dans ce système-là. Je pense au cas de l'eau, par exemple. Est-ce que voilà, est-ce que les principes supérieurs communs permettent de gérer les communs? Oui, alors en fait l'eau c'est un bon exemple parce que c'est un des rares exemples où en France on a fait des choses intéressantes. On a ce qu'on appelle des comités de bassin qui existent à l'échelle des grands bassins versants et qui réunissent les agriculteurs, les représentants qui vont travailler sur l'alimentation en eau des villes, les associations de protection de la nature qui sont là pour aussi dire qu'il faut qu'une partie de l'eau aille pour les écosystèmes sans quoi ils peuvent aussi mourir. Et donc, c'est quelque chose qui marche plutôt bien avec l'appui des agences de l'eau qui fournissent les informations pour alimenter les débats. Donc, c'est un commun qui, en France, ça n'est certainement pas parfait, mais est plutôt assez bien pris en charge par des formes d'organisation, c'est peut-être le point sur lequel il faut insister, des formes d'organisation et de gouvernance très originales dans le paysage français. Et si on reprenait le truc de la coévolution, en fait, on verrait que dans chacune des cases, il y a des éléments très intéressants pour appréhender voilà, un partage et une gestion commune de cette ressource commune. Vous avez tous les deux parlé de temps. Tu en as parlé quand tu disais il y avait différentes échelles de temps où on peut, pour répondre à certaines questions, par exemple pour changer des mentalités, tu donnais des ordres de grandeur. Hein. Toi aussi, tu as évoqué les différents temps de recherche et comment on fait pour gérer ce temps dans des périodes où on nous dit c'est urgent de changer. Comment on fait, quel système? Je veux bien y répondre, mais justement en empruntant des éléments de la présentation d'Harold. Mais avant tout, je veux répondre à la question des optimaux de survie. Parce que j'ai trouvé durant l'exposé d'Harold, ou des éléments d'explication, c'est que ce que je présentais, c'était en ville. Ce dont moi je parlais, donc vous disiez 18-20 degrés, moi je disais 12-16, c'est plutôt en moyenne et en situation normale, donc rurale. Or, il y a 3-4 degrés de différence entre vivre dans le rural et vivre en ville dû à l'effet qu'on connaît bien de cloche en ville. Et c'est en fait l'explication. Voilà. Donc déjà en ville, l'homme est en situation de surchauffe. Alors, Harold, pour répondre à cette question du temps, moi, ce qui m'interroge, c'est justement, dans le temps, il arrive assez vite, justement, des éléments d'inquiétude, voire des éléments de révolte, et ça arrive assez tôt. Dans le schéma que tu présentes, du diagramme que tu présentes de coévolution, d'économie coévolutive, que tu as présenté, moi je prends l'exemple de la Bretagne que je connais bien, c'est purement ce que nous a installé Alexis Gourvenec. Et déjà dans les années 1978, alors que ça a démarré en 1960, il y avait une révolution, voilà, c'est à peine 15 ans après, une révolution des producteurs de porc qui ont tout cassé dans les villes bretonnes, que ce soit Brest, Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, Vannes, etc. Et donc déjà, il y avait des inquiétudes qui sont arrivées très très vite dans ce système hyper-productif. Et pourquoi on n'y fait pas attention à chaque fois? Et on pourrait reproduire les exemples en cette matière. Donc c'est-à-dire que dans le temps, et dans le temps d'une réforme, dans le temps de la transition qu'on va vivre, il arrive assez vite des éléments dont on devrait faire très attention. Oui, alors pour compléter un petit peu là-dessus, il y a ce qu'on appelle les path dependency en anglais, les sentiers de dépendance. En fait,
quand on fait entrer une société dans un sentier de dépendance, c'est très difficile d'en sortir parce qu'en fait, on a créé les conditions pour qu'il y ait une cohérence. Donc, encore une fois, le système agricole tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il est encore cohérent par rapport à ce qu'on a mis en place à la fin des années 60 et des années 70. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont là pour le défendre, puisqu'ils bénéficient mécaniquement de cette cohérence. Et donc, c'est valable pour tout. C'est valable pour les itinéraires techniques dans le bâtiment, où on a produit des ingénieurs habitués à travailler sur du béton, habitués à plutôt construire que de rénover. Donc là aussi, ça ne se décrète pas de changer de trajectoire. Quand on a des dépendances techniques, on a des dépendances de filières, on a des dépendances de croyances dans le fait que le béton, c'est forcément plus solide que le bois, etc. Et ainsi de suite. Donc tout ça doit être transformé. Et donc ça, c'est le premier des challenges, sortir de ce sentier de dépendance. Et le deuxième challenge, c'est que tout n'évolue pas au même pas de temps. Les incitations financières, ça peut aller très vite. Il suffit qu'on mette un nouveau système fiscal. Il y a des bureaux d'avocats, enfin des cabinets d'avocats qui sont spécialisés pour optimiser fiscalement du jour au lendemain de l'argent. Donc ça peut aller, c'est presque instantané. Par contre, les croyances, ça peut mettre 20 ans à être transformé, 30 ans. Et donc on va avoir des résistances. Je dirais que, et ça on l'observe tout le temps quand on travaille dans le sujet de l'environnement, et on ne peut pas dire que les gens, parce qu'ils ont des croyances, ils sont idiots, ils ne comprennent pas qu'il faut changer, et ça. Non, c'est à un moment donné plus compliqué que ça. Alors après, d'autres choses évoluent un peu graduellement, mais ce qu'il faut, c'est voilà, considérer que les prix, ça évolue très vite, les croyances, c'est peut-être ce qui évolue le plus lentement avec les institutions. Et entre deux, il y a les systèmes de contrat, d'organisation, et là, on trouve des... Voilà, c'est pas synchrone, quoi. Et comme c'est pas synchrone, c'est encore plus compliqué de faire évoluer le système. Donc, je dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut sortir de l'idée des solutions toutes faites, croire qu'on va avoir des solutions pour la transition écologique. Il n'y a jamais une solution, c'est des sommes de solutions. En plus, elles vont toutes être bricolées, mais dans le bon sens du terme. Et elles vont répondre à des temporalités qu'il faut accepter comme étant très hétérogènes, quoi. Tu veux réagir? Non, enfin, peut-être revenir à la question initiale, mais je voulais faire le lien. Donc, revenir à la question initiale, si tu peux la reposer sur le temps. Tous les deux, tu disais, vous parlez du temps, et du temps court, du temps long. Voilà, enfin... Je pense qu'Harold a répondu. Enfin, voilà. Je pense qu'Harold a répondu, mais en considérant donc ma discipline et en faisant appel à ce que nous disent les historiens de la santé, il y a beaucoup de gens, et dont des Français en histoire de la santé qui sont... Ce qu'ils nous disent, c'est que les épidémies et les pandémies ont été toujours des sortes d'énormes lessiveuses. Alors c'est une interprétation un peu différente de celle d'Harold quand il parle des catastrophes qui sont le bon moment pour réfléchir et pour favoriser les ou transition. Moi je le vois de manière plutôt subite, c'est-à-dire les crises et les catastrophes et les pandémies, ça a toujours été comme ça. Les crises et les pandémies ont été toujours dans l'histoire longue, dans le temps long, des révélateurs, des dysfonctionnements, des égarements, des manquements, enfin, des systèmes en général qui ne font que réapparaître au moment des pandémies. Et ce que l'on a vécu, c'est exactement ça, c'est-à-dire la lenteur de nos systèmes, la difficulté de communication des politiques, la complication de nos systèmes. Moi, j'y ai fait face durant la pandémie. Cette demande de 5 ministères différents pour exactement la même chose, c'est-à-dire faites-nous une note sur les raisons de cette pandémie, dont 2 départements du ministère qui ne se parlent pas. Voilà. Et à la question qui m'a été posée justement par la nouvelle promotion des gens qui ont donc dans l'école qui a remplacé l'ENA, c'est est-ce qu'on a appris quelque chose avec cette pandémie? Je leur ai répondu non, ce sont les mêmes personnes qui se sont réinstallées dans les mêmes structures au même niveau et qui pensent de la même manière. Donc on aura d'autres catastrophes, qu'elles soient pandémiques ou pas, mais ce sera pire
qu'avant. Parce que ce sont les mêmes personnes qui se sont installées au même système, avec les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes mécanismes, etc. Et comme l'a présenté Harold, je pense qu'il faut vraiment justement changer nos conceptions et de manière que toi tu interprètes de manière coévolutive. Moi je suis absolument d'accord avec ça. Voilà. Oui, je veux peut-être. C'est parce qu'il y a cette question qui est toujours évoquée, hein, mais comment on fait, puisque c'est maintenant qu'il faut qu'on change, on n'a pas le temps, etc. etc. C'était un des objectifs du travail qu'on a mené avec mon collègue qui est historien de la pensée, Antoine Mismer, c'était de voir est-ce qu'en fait, c'est pas quand même en train de changer. Là, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a 10% des surfaces agricoles utiles qui sont en bio. Alors on peut dire le bio, bon, mais non, le bio en fait c'est un vrai changement parce que quand on fait du bio, on est obligé de renoncer aux semences habituelles pour prendre des semences rustiques parce qu'elles sont plus résistantes. On est obligé de replanter des haies et de travailler son paysage aussi parce qu'on va trouver là-dedans ce qu'on appelle des espèces auxiliaires. Ça ne va pas être des solutions miracles, mais ça fait partie des solutions. On va faire des nouvelles rotations, on va faire de la polyculture, on va coupler élevage, culture. On va aussi travailler sur des modes d'information et de circulation d'information très différents. Ils ne font pas du tout appel aux conseillers agricoles, ils font appel à des logiques de partage d'informations entre agriculteurs bio qui expérimentent des choses à tâtons et qui se donnent beaucoup d'infos pour s'aider et créer des logiques de solidarité dans ce genre-là. Et finalement, à la fin, on a quand même 10% des surfaces agricoles utiles où on n'a plus de produits chimiques. Voilà. Alors après, il y a la question du cuivre, c'est pas parfait, on pourra en discuter, mais les quantités sont assez petites. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses qui se passent. Il y a plein de gens qui agissent, en fait. Et après, je trouve, mais ça c'est une opinion personnelle, qu'en France, la puissance publique n'est vraiment pas à la hauteur, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Il y a des pays où la puissance publique est plus efficace. Je pense que notamment dans le domaine agricole et dans le domaine de la pêche, on est quand même les mauvais élèves de l'Europe. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est quelque chose qui est assez connu. Pas pour uniquement des questions environnementales. Hein, je fais que citer la Cour des comptes qui a fait un rapport sur l'usage de la PAC en France, dont le bilan est catastrophique d'un point de vue social, d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique. Donc quand tout est catastrophique, on se dit le politique va réagir. Eh bien non. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même un souci. Après, dernier élément que je voudrais mentionner, c'est que ces solutions, et ça c'est aussi un élément très important dans l'approche coévolutive, elles sont toujours différentes selon les contextes. C'est, je pense, en creux ce que j'ai voulu expliquer, mais selon les cultures, selon les croyances, selon les types d'écosystèmes, on ne peut pas faire la même chose et on ne peut pas avoir les mêmes solutions. Donc l'intelligence qui est distribuée par définition, eh bien, elle doit être regroupée et puis fonctionner à partir de logiques. Et là, ça rejoint vraiment le thème de votre séminaire. Ce n'est pas les experts d'un côté et les praticiens de l'autre. Ça, c'est plus possible. Je veux dire, faut des systèmes de croisement de connaissances. Ce n'est pas pour ça qu'il faut relativiser la connaissance scientifique ou ne pas lui donner une place à part dans les débats, parce qu'il y a évidemment un travail des scientifiques qui doit avoir une place particulière. Mais on a trop négligé les savoirs profanes, on a trop négligé les connaissances du quotidien. Et en fait, il y a plein de gens qui connaissent très bien leur écosystème et beaucoup mieux que des scientifiques qui, entre guillemets, en moyenne, ont raison, mais dans les cas particuliers, ont souvent tort. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à retravailler. Et c'est vrai que là aussi, en France, on n'est pas très bien armé pour avancer sur ce sujet, malheureusement. Oui, c'est-à-dire on a peut-être une communauté de décideurs qui sont en hors-sol. J'ai un collègue qui est infectiologue à la Salpêtrière et qui, au cours de ces trois années, parce qu'il a beaucoup été interrogé, lui, il utilise, il nous manque d'esprit paysan, en fait. Voilà. Enfin, ouais. Et donc, on a bien des décideurs qui sont absolument hors sol. Voilà. Et ça me donne l'occasion d'une transition, puisque tu parlais des experts. Donc, pour revenir sur l'organisation des communautés scientifiques, notamment, tu as évoqué le sentier de dépendance. Comment on fait pour s'organiser, pour faire des choix scientifiques en termes de financement, d'organisation du travail, qui modifient le fonctionnement de nos collectifs de travail sans créer de nouvelles catastrophes à venir en nous orientant dans des
des chemins sans issue, ce type de choses-là. Comment organiser nos organisations, nos financements, notre temps de travail pour éviter des sentiers de dépendance techniques qui peuvent poser problème. Bon, je n'ai pas une réponse à cette question parce que c'est très compliqué, mais je voudrais juste illustrer quand même une actualité qui est très illustrative de la manière dont on envisage les choses en France. On a réuni toutes les grandes écoles d'ingénieurs sur ce beau plateau, avec l'université qui compte le plus de médailles Fields et de prix Nobel en physique et en maths, enfin, respectivement en maths et en physique. Et on a mis toutes les sciences sociales à Condorcet, au nord de Paris, pour que vraiment, si on veut faire de l'interdisciplinarité, faille s'accrocher. Donc ça, c'est quand même, je trouve, quelque chose d'éloquent, quoi. On nous dit qu'il faut faire de l'interdisciplinarité, que point de salut sans dialogue entre sciences sociales et sciences du vivant et sciences physiques, parce que effectivement, c'est de là que viennent les solutions qui vont être intégrées. Et en fait, on nous fait des pôles comme ça d'excellence qui sont à au mieux 1 heure de transport en commun l'un de l'autre et encore vraiment au mieux. Donc, je trouve que ça, par exemple, ce ne serait pas compliqué de se dire on aurait pu créer des pôles interdisciplinaires thématisés au lieu de mettre finalement des ingénieurs très forts chacun dans leur domaine mais qui ne vont pas trop se parler parce que les physiciens et les biologistes n'ont pas forcément beaucoup de choses à se raconter. Et voilà, alors peut-être oui sur certains sujets et sur d'autres peut-être moins, mais c'est une vision en fait très technocratique de la science, quoi. Oui, mais je suis absolument. Enfin, moi, ça je ne le savais pas, mais ça fait penser à ce qui s'est passé dans les années 70 à Rennes. Donc, il y a bien des gens qui décident derrière, c'est-à-dire que vous connaissez, si vous connaissez Rennes, qui a toujours été dans les réactions révolutionnaires, l'une des premières villes universitaires de France, on l'a encore vu là il n'y a pas longtemps. Les philosophes étaient placés à l'ouest, à Villejean, avec les littéraires, etc. Et de façon à ce qu'il y ait moins d'excitation, on a déplacé le département de philosophie sur le campus, donc à l'est, c'est-à-dire campus de sciences, justement pour éviter cette émulsion qui pouvait exister entre les philosophes et les littéraires et les juristes, etc., etc. Donc je pense qu'il y a une organisation un peu machiavélique dans ce que tu as raconté finalement. Tout de même. Sur la question, sur les chemins, moi dans mon domaine, on est beaucoup plus confronté, certes, à l'importance de la technologie par rapport aux idées. Ça c'est flagrant, on le voit en biologie moléculaire, biologie cellulaire. Moi, je suis persuadé que même si on a besoin d'outils, c'est la créativité qui compte avant tout, même dans l'esprit du chercheur. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que on a tout de même des disciplines qui se considèrent de manière hégémonique dans les systèmes. La médecine, même s'il y a eu du progrès ces 15 dernières années, et je découvre assez récemment que, contrairement à ce que je pensais au départ, les sciences vétérinaires se sont placées de manière extrêmement hégémonique. La différence entre les études de médecine et les études vétérinaires, c'est que les études vétérinaires se font dans des grandes écoles, il y en a 4 en France, alors que les études de médecine se font à l'université. Et ce qui profondément change et marque une différence entre les deux formations. Voilà. Et ce que j'observe, c'est qu'on en discutait un petit peu aujourd'hui, c'est que finalement dans notre monde actuel et de son organisation, les vétérinaires ont pris énormément d'importance et dans tous les secteurs des différentes administrations et des différents ministères. Et puis peut-être pour finir. Donc hégémonisme des disciplines et disparition d'hégémonisme de certaines disciplines. Pour finir sur une note un petit peu plus positive, il y a quand même beaucoup d'initiatives vraiment intéressantes. Alors par exemple en écologie, dans le champ de ce qu'on appelle la biologie de la conservation, où en fait des écologues recrutent de plus en plus des sciences humaines, philosophie, anthropologie, économie, et constituent des équipes, mais finalement des petites équipes si on ramène ça à l'échelle des effectifs de la recherche en France, mais des petites équipes qui produisent des travaux très originaux, me semble-t-il. On a aussi les sections interdisciplinaires du CNRS. Je veux dire, heureusement qu'elles existent, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui,
quand on fait une thèse qui n'est pas très disciplinaire, eh bien, moi, j'encadre que des thèses qui ne sont pas très disciplinaires, par exemple. Bon, mais en fait, les chances de succès dans les sections disciplinaires sont très faibles. Et donc, on a les sections interdisciplinaires au CNRS, on a l'IRD qui joue vraiment le jeu de cette interdisciplinarité. On a... oui, disons qu'il y a un concours spécialement pour les sciences sociales, alors de manière générale, alors peut-être qu'effectivement après ça se discute, mais disons qu'après les instituts de recherche appliquée, de toute façon, vont quand même être attachés à avoir des scientifiques qui quand même ont le sens un peu des choses concrètes. Donc c'est aussi des endroits où on voit des choses vraiment intéressantes exister. Il y a des initiatives. Le problème, c'est la taille de ces initiatives. Je n'ai pas l'impression, par exemple, que ça ait beaucoup changé depuis 20 ans. Je pense que moi, j'ai commencé ma thèse en 2002 et je n'ai pas l'impression que la quantité de postes interdisciplinaires ait véritablement changé ou que les laboratoires interdisciplinaires ou les centres interdisciplinaires se soient particulièrement développés. Mais c'est difficile de répondre à cette question parce que ça couvre tellement de disciplines que j'aurais du mal à avoir un avis définitif là-dessus, quoi. Donc sur l'interdisciplinarité, donc j'ai eu une audition il y a 48 heures justement, pourquoi on a un défaut et on ne sait pas faire en matière d'interdisciplinarité par rapport à d'autres pays. Enfin, moi, ça fait 38 ans que je vis ce défaut. Ayant fait ma thèse, à l'époque ça s'appelait une allocation de recherche DGRST, ça doit vous dire quelque chose, sur un programme interdisciplinaire. Donc, et ma réponse dans le cadre de cette audition, alors je reviens aux commissions interdisciplinaires du CNRS, certes elles existent, mais quand vous êtes évalué, que vous avez été recruté dans une commission interdisciplinaire, vous êtes évalué par une commission disciplinaire. Donc c'est aussi ça le défaut. Pourquoi on ne sait pas faire d'interdisciplinarité? Parce qu'on fait beaucoup de mélanges et on suppose qu'en confinant, alors de manière géographique, des disciplines entre elles, comme si on les mettait ici, donc du coup toutes sur ce plateau, ça allait créer une émulsion allant vers l'interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, c'est de l'entrechoc entre les disciplines, avec le risque derrière, si une discipline vous interroge et remet en cause votre socle d'existence, eh bien que vous disparaissiez. Donc les disciplines n'ont pas intérêt à d'abord faire ce jeu. Voilà. C'est le force de dépendance aussi. Eh bien oui. Ça c'est un premier point. Donc c'est pas en confinant des disciplines dans un espace donné que vous allez créer cette émulsion interdisciplinaire. En revanche, ce qu'on n'a jamais fait en France, parce qu'on aime bien des gens tous dans la même ligne et puis ne pas avoir de tête à dépasser, c'est qu'on n'a jamais profité de gens qui avaient un petit talent supplémentaire, une curiosité particulière, à interroger l'économiste s'il était épidémiologiste ou écologue, à intégrer des physiciens ou des mathématiciens. Et l'interdisciplinarité donc ne se crée pas par une décision, mais se crée autour de personnes qui ont cette culture. Or, on n'a jamais placé dans notre système des gens qui ont cette culture pour dynamiser cette interdisciplinarité. Donc, autrement dit, l'interdisciplinarité ne se déclare pas. Voilà, encore une fois, ça fait 50 ans qu'on a des écrits à ce sujet, etc. Et qu'on ne sait jamais à chaque fois faire. Pourquoi on ne va pas chercher les gens qui ont cette véritable culture interdisciplinaire et qu'on ne les place pas à des responsabilités? Interrogez-vous sur ça. Bonne question. Un des outils, l'interdisciplinarité que vous évoquez là, et puis vous avez évoqué des problèmes de hiérarchisation des paramètres et de temps pour élaborer une connaissance solide. Et ce temps-là, tu as dit, en France, on ne sait pas vraiment bien gérer le temps long de la recherche par rapport à d'autres pays. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, quel système, quel mode de financement, quelle organisation il faut pour
remettre du temps long pour faire une bonne science. Le temps court doit être obligatoirement inscrit dans le temps long et pas l'inverse. Or, tout ce qui se passe en France, c'est que le temps court et les gens qui font du temps court absorbent et avalent tout ce qui puisse se faire dans le temps long. Il est inadmissible, notamment dans le cadre de cette pandémie, qu'il y a eu des appels à projets flash. Alors il en faut. Si vous devez créer un vaccin, effectivement, il vous faut des résultats le plus rapidement possible, mais il est inadmissible qu'une institution nationale réclame des résultats sous les 18 mois. Parce que en ayant cette réclamation sous les 18 mois, vous réduisez le champ des possibles des dimensions temporelles et spatiales des études, et vous tendez à les réduire et à ne jamais dépasser les rebords d'une boîte de pétri. Et c'est pourtant exactement ce qui s'est passé. Et encore une fois, il faudrait absolument faire l'inverse. Alors je peux prendre l'exemple finalement des LabEx, que vous connaissez, les laboratoires d'excellence, vous en avez dû en avoir un ici. Laboratoire d'excellence, par chance, nous en avions un en Guyane, en Guyane française, donc qui était un des seuls laboratoires d'excellence sur site. D'accord ? Et donc on a eu la chance d'avoir des financements pendant 15 ans et qui nous ont permis de construire justement des travaux interdisciplinaires qui aujourd'hui, il y en avait d'autres auparavant, mais qui sont connus aujourd'hui dans différents champs de la recherche, mondialement connus, faisant que aujourd'hui les recherches en Guyane française sont tout à fait comparables finalement à ce que la station de Barro Colorado à Panama par les Américains ont pu faire, etc. Et ce sont des initiatives de ce style et les accompagnements qui vont avec, moi, qui me semblent aujourd'hui devoir être favorisés. Moins de saupoudrage et plus de concentration d'activités, alors sur site, sur des lieux, sur des sujets d'intérêt et donner les moyens à cette compréhension dans le temps long. Mais voilà. Oui, alors moi je peux donner des éléments pour les sciences sociales. On a des systèmes d'information qui sont aujourd'hui des systèmes d'information aussi un petit peu obsolètes pour appréhender la transition. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ce que fait l'INSEE est formidable en termes de collecte d'informations socio-économiques, mais c'est des informations qui correspondent aux 30 Glorieuses. Si je puis dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on est sur des informations qui sont faites pour alimenter une comptabilité nationale pensée dans une logique très keynésienne, très focalisée sur la croissance et l'emploi, ce qui évidemment sont des questions importantes, mais qui sont peut-être pas les seules aujourd'hui, en tout cas, à mériter un suivi. Et de ce point de vue-là, on peut regretter, et là aussi il y a une inertie très forte, on peut regretter qu'on n'ait pas des systèmes d'information, de suivi, des interactions entre les activités humaines de manière générale et l'état de la nature de manière générale dans toutes ses composantes. En fait, dire ça, ça peut presque conduire les personnes à rigoler parce que c'est faramineux comme programme. Mais d'une certaine manière, tant qu'on n'aura pas des informations un petit peu standardisées et assez fiables sur ces sujets, on en a, mais souvent, ça se résume aux activités marchandes. Donc la pêche, on sait l'état des stocks de pêche parce que c'est des activités qui en dépendent. Voilà, l'eau, c'est pareil, on connaît bien l'eau parce que de fait, on a des activités économiques, puis notre santé publique qui dépend fortement de ça et la productivité agricole aussi. Donc on a quelque chose comme ça, mais toutes les activités de loisirs, par exemple, c'est l'inconnu total, alors qu'on sait que les activités de loisirs de plein air ont explosé depuis 50 ans. Et qui créent de nouveaux problèmes, qui créent des phénomènes aussi de saturation de sites, de surexploitation de ressources, mais qui sont totalement méconnus. Alors que, quelque part, les enjeux sont très forts, parce que c'est des sources de bien-être très importants pour notre quotidien. Et on ne connaît rien. On ne sait pas comment les gens vivent cette relation à la nature. On ne sait pas si certaines activités génèrent des impacts plus ou moins forts. Et on ne sait pas même comment, en termes de planification et de politique publique, on pourrait améliorer les choses, puisqu'on n'a pas les infos. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? S'il n'y en a pas, je vous remercie. Il y a un monsieur là.
Dans votre sommaire, vous avez parlé de la nature et de la nourriture, mais on utilise aussi la nature pour les biofuels, pour la biomasse. Donc, il y a aussi l'industrie qui utilise la nature. Oui. Alors, il y a tout un champ de recherche et un champ aussi d'activité qui se développe qu'on appelle la bioéconomie, qui va des biofuels en passant par les bioplastiques et les tout ce que vous voulez, à base d'algues, à base de résineux, enfin bref. C'est extrêmement vaste et c'est un champ où il y a autant de risques que d'opportunités, je dirais. C'est comme toutes les innovations et toutes les... Oui, voilà, ça peut être utilisé de manière très intéressante si on pense par exemple la diversité et si on pense la multifonctionnalité. Alors dit comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est se considérer que la nature, elle ne doit plus être dédiée à une seule finalité. Tout comme ça n'a pas de sens d'avoir, enfin c'est mon point de vue, des champs qui font du maïs intensif par rapport à l'ensemble des besoins que nous avons nous, mais aussi éventuellement les non-humains. On peut penser des systèmes beaucoup plus diversifiés et beaucoup plus productifs en plus, c'est ça le paradoxe. Donc si on remplace ça par des puits de carbone, ça ne va pas être mieux. On va planter de manière intensive des arbres qui vont avoir des fortes croissances parce qu'ils vont séquestrer du carbone très vite et on va faire des champs d'arbres et ça va être affreux et ça va être très nocif pour la biodiversité. Donc là où il faut réguler ou disons contrôler les dynamiques économiques, c'est ne plus accepter qu'on puisse définir des systèmes de production uniquement sur des bases très spécialisées, hyper intensive et uniquement dédiée à l'approvisionnement sur des marchés mondiaux par ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup de souveraineté alimentaire, ce qui est une mascarade. On est en situation de souveraineté alimentaire depuis bien longtemps, pas sur tous les produits, par exemple sur les fruits et les légumes, ça n'est pas le cas. Mais on peut aller sur des choses complètement incroyables, comme par exemple le blé dur, si je ne me trompe pas. On produit 250% de nos besoins, sauf qu'on va exporter 200%, je vais dire n'importe quoi là, donc c'est pas ça. On est dépendant à 75% des importations aussi. Bon, ces chiffres, il faudrait que je vous les montre, mais c'est édifiant. C'est-à-dire qu'en fait, on fait de la production pour exporter partout dans le monde et on réimporte des choses sur lesquelles on est ultra en surproduction, si vous voulez. Donc, ça, c'est pareil, réduire les distances, repenser ces questions de souveraineté alimentaire à des échelles beaucoup plus locales et arrêter de penser, par exemple, oui, voilà, qu'on doit produire pour uniquement de l'exportation. C'est ça des débats qui devraient alimenter les réflexions sur la souveraineté alimentaire. Ce n'est pas de décréter comme ça, la souveraineté alimentaire, c'est notre priorité, ok, pour en faire un argument politique, pour dire l'agriculture intensive peut continuer, vous avez peut-être entendu ce qu'a dit notre ministre de l'Agriculture, qui est mon ministre, puisque je suis salarié du ministère de l'Agriculture. Il a quand même dit que l'ANSES ne faisait pas bien son travail, que les produits phytosanitaires ne posaient aucun problème. Enfin, mais comment une personnalité comme ça, de premier plan dans le champ de la puissance publique, peut dire des choses comme ça? Il est ingénieur agronome, hein. Oui, bon, c'est... Oui, non, mais... Mais bon, il y a des ingénieurs agronomes qui ne disent pas de bêtises comme ça. Non, mais c'est pour dire maintenant, à la question, et je ne sais pas si on a répondu, va-t-on faire de la recherche autrement? Moi, je vais vous donner mon avis. Personnellement, je ne pense pas. Et je vais vous donner juste juste un exemple. La pandémie de sida, donc je reviens sur mes sujets, la pandémie de sida a fait qu'il a fallu aller chercher les spécialistes. Ils travaillaient sur autre chose pour qu'ils deviennent des experts du virus du sida, dont en France. Ils ont recruté leurs étudiants qui sont devenus des virologues spécialistes du sida. On en est aujourd'hui à la 3e génération de virologues travaillant sur le virus du sida. Le sida aujourd'hui dans nos sociétés occidentales n'est plus un problème infectieux, c'est un problème chronique dû aux médicaments que les gens, les antirétroviraux, prennent et les pathologies qui sont associées à la prise de ces médicaments. Dans le monde intertropical, en Afrique, c'est un problème. Mais il y a bien un problème qui est un problème derrière de recrutement, de dynamique de recrutement. Qui recrute? Puisque les virologues ont recruté des virologues qui ont recruté des virologues. Voilà. Et on manque à côté
de gens d'autres spécialités. Donc si on laisse cette dynamique aussi s'installer sans rien faire, et sans qu'il y ait un choc, rien ne changera. Merci. C'est donc sur cette conclusion assez pessimiste qu'on va Non, elle est factuelle. Elle est factuelle. Oui, oui. Elle est factuelle. Factuelle et quand même pas très optimiste. En tout cas, pour trouver des solutions spécifiques à des crises environnementales, c'est pas très optimiste par rapport à ça. Ça demande une réflexion de fond. Et donc, merci à Jean-François Guégan, merci à Harold Levrel. Merci. Et le prochain séminaire aura lieu le 17 mai et on interrogera via les sciences de la communication comment les universités, les organismes de recherche se saisissent de la thématique du développement durable, du développement soutenable. Merci. Merci. Au revoir.